Le convoi brûlait. Au milieu des flammes et de la fumée, le gunnery sergent Michael Reynolds hurlait dans sa radio, réclamant un appui-feu qui ne viendrait pas. Les balles fendaient l'air comme des frelons enragés, cherchant la chair. 12 Marines étaient cloués au sol derrière 2 MRAP immobilisés, coincés en plein cœur de Fallbrook. Les insurgés se rapprochèrent depuis 3 directions à la fois. Leur tireur désigné gisait déjà dans la poussière, une balle plantée dans l'épaule. Reynolds attrapa le M110 du Marine tombé. Du sang frais luisait encore sur la crosse lorsqu'il leva l'arme au-dessus de sa tête. « Quelqu'un sait se servir de ça ?» cria-t-il par-dessus le vacarme. Personne ne répondit. Puis, derrière le dernier véhicule, une silhouette se redressa. La discrète soldate du ravitaillement, celle que personne ne regardait jamais, sortit de sa cachette et tendit la main vers le fusil. Pendant 11 mois, Emily Carter avait été invisible. Petite américaine d'origine asiatique, elle gérait les demandes de munitions, conduisait des camions logistiques et ne parlait presque jamais, sauf quand le règlement l'exigeait. Les Marines de combat l'appelaient parfois le fantôme, quand ils prenaient la peine de l'appeler autrement que « Hé, toi ». Le plus souvent, leur regard passait à travers elle, comme si elle faisait partie du décor métallique des véhicules. Emily avait appris à préférer cette invisibilité. 6 heures plus tôt, avant que le soleil ne se lève complètement sur Camp Ridgeway, elle chargeait les véhicules du convoi quand elle avait remarqué le chien. Un animal maigre, au pelage emmêlé, les côtes saillantes, qui l'observait depuis l'abri d'un bloc de béton, avec des yeux où il n'y avait plus aucune attente envers les humains. Elle avait sorti une barre énergétique de sa poche de cargaison, son seul repas prévu pour la mission de 12 heures, et l'avait cassé en morceaux. Le chien s'était approché prudemment, prêt à fuir au moindre geste. Emily n'avait pas bougé. Elle avait attendu jusqu'à ce qu'il prenne enfin la nourriture dans sa paume. C'est à ce moment-là que le caporal Jason Miller était passé derrière elle. Il avait ricané. Gaspiller de la bouffe pour une sale bête. Normal, la fille du ravitaillement préfère nourrir les chiens errants que faire son boulot. Emily n'avait rien répondu. Elle avait simplement regardé le chien manger, puis était retournée à ses caisses de munitions, pendant que le rire de Miller se dissolvait dans le matin. À présent, ces mêmes munitions jonchaient la route. Miller était plaqué contre un pneu, hurlant que quelqu'un fasse quelque chose, tandis que les balles martelèrent le métal au-dessus de sa tête. Le lance-corporal Daniel Foster, leur tireur d'élite, était traîné vers un abri par 2 Marines, le sang coulant à flot de son épaule. Le M110 gisait dans la poussière, là où il était tombé. Reynolds parcourait ses hommes du regard, cherchant désespérément quelqu'un capable de s'en servir. « Des tireurs qualifiés ?» cria-t-il de nouveau. « Quelqu'un avec une vraie qualification fusil. Il me faut un tir précis sur ce toit, maintenant, ou dans 3 minutes, on est tous morts. » Emily bougea avant même d'avoir conscience de le faire. 11 mois à se faire oublier. 11 mois à ravaler sa fierté, à faire son travail, à jouer le rôle exact que les autres lui avaient attribué. Et soudain, son corps avançait vers le fusil, comme s'il se souvenait de quelque chose que son esprit avait tenté d'effacer. La voix de son père résonna au fond d'elle-même, calme et ferme. « La respiration, c'est tout, ma petite. Contrôle ton souffle, et tu contrôles la balle. » Elle tendit la main vers l'arme. Une poigne brutale se referma sur son poignet. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» cracha Miller. « Ce n'est pas une mission de ravitaillement, c'est un combat. Retourne à couvert et reste à ta place. » Le feu était désormais constant, un mur de bruit qui empêchait de réfléchir. À l'est, le martèlement sourd d'une mitrailleuse lourde venait de s'ajouter au chaos. Ils avaient peut-être 2 minutes avant que les insurgés ne coordonnent leur assaut et ne les submergent. Emily baissa les yeux sur la main de Miller, qui lui broyait le poignet, puis releva le regard vers son visage. « Lâche-moi. » Sa voix était basse, mais parfaitement stable. Le mépris tordit les traits de Miller. « Tu crois que parce que tu sais conduire un camion, tu peux tirer avec un fusil de précision ? Reste dans ton couloir, soldat, laisse le combat à ceux qui savent ce qu'ils font. » Reynolds surgit à leur côté. Il regarda Emily, le fusil, puis les toits où les éclairs de bouche se multipliaient. « Quelle est ta qualification ?» Elle soutint son regard. Elle n'en avait jamais parlé à personne. 11 mois de silence, de sous-estimation, à voir des hommes comme Miller la balayer d'un revers de regard. Mais des Marines mouraient. Et le fusil était là. « Je sais tirer, mon sergent. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. »
Une rafale frappa leur position. Un cri jaillit quelque part derrière eux. Emily arracha son poignet à l'emprise de Miller et saisit le M90. Le poids de l'arme lui était familier, parfaitement équilibré. L'espace d'un instant, elle eut de nouveau 12 ans, debout sur le pas de tir de Fort Adams, apprenant à lire le vent et la distance entre deux battements de cœur. Reynolds la fixa longuement. Puis il désigna un muret bas, 20 mètres plus loin. « Va à cette position. Tu as 30 secondes pour prouver que tu sais tirer. Sinon, je te fais reculer moi-même. » Emily s'élança. Elle entendit la voix de Miller, tranchante, incrédule. « Gunny, vous n'êtes pas sérieux. Elle est au ravitaillement. Elle va se faire tuer. » « Alors reste derrière elle et assure-toi que ça n'arrive pas. » Répondit Reynolds. « Considère que c'est ton nouvel ordre, caporal. » Emily atteignit le muret, plaqua son dos contre le béton et engagea une cartouche dans la chambre. Ses mains étaient parfaitement stables. Ses mains avaient toujours été stables, depuis le jour où son père avait posé pour la première fois un fusil entre ses doigts et lui avait expliqué que l'arme ne valait jamais mieux que le calme de celui qui la tenait. Cela faisait pourtant 3 ans qu'elle n'avait pas touché un fusil de précision. 3 ans depuis cette dispute qui l'avait poussée à traverser l'océan et à endosser un uniforme que son père n'avait jamais voulu pour elle. Emily se hissa au-dessus du muret, trouva rapidement son image de visée et commença à balayer les façades à la recherche d'une cible. Tout le convoi en flammes sembla retenir son souffle. Chaque marine observait désormais cette soldate silencieuse, celle qu'il n'avait jamais vraiment vue, prendre en joue un ennemi qui ignorait encore ce qui l'attendait. Son doigt se posa sur la détente. Pour la première fois depuis que le convoi avait quitté Camp Ridgway, tous les regards étaient braqués sur elle. La première cible apparut à une fenêtre du 3e étage, à environ 400 mètres promptement à l'est. Emily le repéra avant qu'il ne la voie. Une silhouette découpée sur l'ombre de la pièce, le canon de son fusil brillant dans la lumière du matin, tandis qu'il cherchait des Marines à abattre. Elle expira lentement. Elle sentit les battements de son cœur jusque dans son doigt et attendit l'intervalle exact entre 2 pulsations, comme son père le lui avait appris des milliers de fois. Un choc brutal la percuta sur le côté. Le fusil dévia alors qu'elle tombait, le coup partit trop large et l'insurgé disparut aussitôt dans l'ombre de la fenêtre. Jason Miller était sur elle, tentant de lui arracher l'arme. Son visage était déformé par un mélange de rage et de peur. « Donne-moi ce fusil !» cria-t-il. « Tu vas tous nous faire tuer !» Le M110 se retrouva coincé entre eux. Le poids de Miller la plaquait au sol. Autour d'eux, la fusillade continuait sans la moindre pause. Emily sentait les vibrations des impacts tout près, entendait Tyler Brooks hurler des ordres, respirait l'odeur âcre du carburant en feu mêlée à la poudre et à la poussière. « J'avais le tir », lâcha-t-elle entre ses dents serrées. « C'est toi qui m'as fait rater. » Miller tira violemment sur l'arme. « Toi, tu n'as pas de tir. Tu as des bordereaux de ravitaillement et des plannings de convoi. Tu n'es pas tireuse. Tu n'es pas de l'infanterie. Tu n'es rien. » Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. 11 mois à n'être rien. 11 mois à choisir l'effacement parce qu'il était plus simple que d'expliquer qui elle était vraiment. La voix de son père résonna dans sa mémoire, à la fois fière et déçue. « Tu as un don, Emily. Pourquoi le caches-tu » La voix de Michael Reynolds trancha le chaos comme une lame. « Dégage de ma tireuse. Maintenant. » Miller se figea. « Gunny, c'est du personnel de soutien. Elle n'a rien à faire avec une arme de précision en situation de combat. Le règlement est clair. Le règlement dit que je commande ce convoi, » répondit Reynolds froidement, « et qu'on est à 2 doigts de se faire submerger. » Il attrapa Miller par le gilet pare-balles et le tira brutalement hors d'Emily. « Elle dit qu'elle peut tirer, là, tout de suite. C'est déjà plus que ce que j'entends de la part de qui que ce soit d'autre. » Il baissa les yeux vers Emily, encore au sol, le fusil serré contre sa poitrine. « Debout, soldat. Prouve qu'il a tort ou qu'il a raison, mais fais-le vite. » Elle se releva. Ses mains retrouvèrent naturellement leur prise sur l'arme, une mémoire musculaire intacte malgré 3 années d'absence. Elle scruta les fenêtres où l'insurgé avait disparu, mais il s'était volatilisé. Alertés par son tir manqué, les autres Marines ripostèrent depuis les véhicules immobilisés. La position était intenable, trop exposée, trop peu de couverts, trop d'angles pour l'ennemi. « On doit bouger », dit Reynolds, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Il y a une école à 50 mètres au nord, mur en béton, plusieurs étages, position défendable.
Il se tourna vers ses hommes. Feu de suppression à mon ordre. On se déplace en 2 équipes. Miller, sécurité arrière. Soldat Carter, vous venez avec moi. La mâchoire de Miller se crispa, mais il ne protesta pas. Les autres Marines lancèrent à Emily des regards mêlant scepticisme et curiosité. Elle les ignora tous, concentrée sur les toits, les fenêtres, les zones d'ombre où la mort pouvait se cacher. Le souvenir s'imposa à elle sans prévenir, lumineux et rassurant malgré l'horreur ambiante. Elle avait 10 ans. Allongée sur un tapis, en position couchée, sur le stand de tir privé de son père près de Fort Adams, Master Sergeant Richard Carter, vétéran des forces spéciales américaines, s'agenouillait à côté d'elle avec une patience infinie. Le fusil était trop grand pour son corps d'enfant, alors il avait lui-même retaillé la crosse pour qu'elle atteigne la détente sans effort. « Respire, ma petite », lui disait-il, « la balle va là où ton souffle la guide. » Souffle rapide, balle sauvage, souffle lent, balle vraie. Lequel choisis-tu ? Lent, avait-elle répondu. Il avait souri. Ce sourire rare qui rendait toutes les heures d'entraînement supportables. Balle vraie. Maintenant, montre-moi. Et elle avait montré, encore et encore, année après année, jusqu'à placer des impacts à 800 mètres pendant que ses camarades apprenaient encore les bases des mathématiques. Son père ne l'avait jamais poussée ouvertement vers l'armée, mais l'attente avait toujours été là, lourde et silencieuse. La famille Carter comptait des soldats depuis 4 générations. Son grand-père s'était battu à Pork Chop Hill. Son père avait mené des opérations dans des lieux qui, officiellement, n'avaient jamais existé. Le fusil était son héritage, son droit de naissance, sa cage aussi. Feu de couverture, rugit Michael Reynolds, et le souvenir vola en éclats. Emily se mit à courir. Les 50 mètres jusqu'au bâtiment scolaire lui parurent interminables. La poussière jaillissait autour de ses bottes sous l'impact des balles. Le fusil pesait lourd dans ses bras. Elle entendait les Marines crier, le claquement plus grave d'une mitrailleuse ennemie qui reprenait, le cri de douleur de quelqu'un touché derrière elle. Elle continua pourtant d'avancer, un pas après l'autre. Inspirer, expirer. Les yeux fixés sur la porte, elle franchit l'entrée et se plaqua contre un mur intérieur, le souffle court. Reynolds entra quelques secondes plus tard, suivi d'autres Marines traînant leurs blessés. Jason Miller fermait la marche, reculant tout en tirant des rafales contrôlées vers des cibles qu'elle ne voyait pas. L'école était ancienne, abandonnée depuis longtemps, vidée de tout ce qui avait eu de la valeur. Les murs de béton étaient criblés d'impacts, souvenirs de combats passés. Les fenêtres béantes donnaient sur des rues devenues des couloirs de mort. Un escalier menait au 2e et 3e étage. L'élévation dont elle avait besoin. Emily se dirigeait déjà vers les marches quand la voix de Miller la stoppa net. « Tu crois aller où, exactement ?»« En hauteur, répondit-elle sans se retourner. J'ai besoin d'angle et de visibilité. Tu restes avec le groupe et tu arrêtes de jouer à ce que tu n'es pas. » Elle se retourna alors. Miller se tenait dans l'embrasure de la porte, découpée sur la lumière crue de la rue. Et l'espace d'un instant, Emily perçut quelque chose sous son mépris. De la peur. Pas de l'ennemi. D'elle. De ce que cela signifierait si la discrète soldate du ravitaillement pouvait faire ce que l'infanterie entraînée n'arrivait pas à faire. « Caporal, dit-elle calmement, il y a au moins 15 insurgés dans ces immeubles. Ils ont une mitrailleuse, probablement plus d'une, et ils vont lancer un assaut sur cette position dans moins de 10 minutes. Je peux aider à les arrêter, mais seulement si vous me laissez faire ce que je sais faire. » Miller fit un pas vers elle. « Et c'est quoi, exactement ? Qu'est-ce que tu sais faire qui te fait croire que tu peux prendre un fusil de sniper et sauver la situation ? Ça suffit. » Reynolds venait de surgir entre eux. Son regard portait le poids de trop de morts vus dans des endroits comme celui-ci. 2e étage, fenêtre orientée à l'est, c'est ta position. Puis il se tourna vers Miller. « Et toi, tu as tes ordres. La sécurité arrière, c'est couvrir nos arrières, pas harceler ma tireuse. Bouge. » Emily monta l'escalier sans se retourner. Elle trouva une salle de classe avec vue sur les positions ennemies, dégagea les débris dans un angle et s'installa en position couchée, le fusil déployé devant elle. L'image de visée était bonne, 400 mètres jusqu'au bâtiment occupé le plus proche, 600 jusqu'au toit où elle avait aperçu du mouvement. Elle régula sa respiration, trouva son centre et commença à chasser.
En contrebas, elle entendait Miller discuter avec Reynolds à voix basse, sèche. Elle reconnut son propre nom, le mot ravitaillement lancé comme une insulte, puis la réponse de Reynolds, trop étouffée pour être comprise. Rien de tout cela n'avait d'importance désormais. Le fusil était dans ses mains. L'ennemi était dans sa lunette, et, quelque part dans sa poitrine, une porte fermée depuis 3 ans commençait à s'ouvrir. Son père avait eu raison sur une chose, un don ne disparaît pas, parce qu'on essaie de l'ignorer. Il attend, patient, affamé, jusqu'au moment où se cacher n'est plus une option. Émilie repéra sa première cible. Elle expira lentement et sentit ses doigts se poser sur la détente avec la sensation troublante de rentrer chez elle. En bas, des bottes martelèrent déjà l'escalier. Miller montait pour l'arracher de la ligne de tir. Il avait fait 3 pas dans la salle de classe quand Émilie tira. Le coup fut parfait. 412 mètres, léger vent de travers venant du sud-est, cible en mouvement, de gauche à droite, sur un balcon du 3e étage, un lance-roquette posé sur l'épaule. Elle avait calculé l'avance dans l'intervalle entre 2 battements de cœur. Corrigée pour le vent, en observant une bâche déchirée onduler 2 immeubles plus loin. Elle pressa la détente exactement au moment où ses poumons se vidaient. L'insurgé s'effondra. Le RPG tomba au sol, sans avoir été tiré. Miller s'immobilisa net. Derrière lui, quelqu'un inspira brusquement. Émilie manœuvra la culasse, chambrant une nouvelle cartouche, et replongea dans sa lunette. Mouvement dans l'immeuble de gauche, 2e étage, 4e fenêtre depuis l'angle. Le canon d'un fusil glissait hors de l'ombre. Elle tira de nouveau, le canon tressaillit et disparut. À travers l'optique, elle aperçut une éclaboussure rouge contre le mur intérieur. « Bordel !» murmura quelqu'un derrière elle. Émilie l'ignora. Nouvelle cible, sur un toit à 600 mètres. Un homme accroupi derrière un réservoir d'eau, seule sa tête et ses épaules visibles. Un tir difficile. La chaleur montant de la rue créait une distorsion tremblante qui rendait l'estimation des distances incertaines. Son père aurait appelé ça un moment d'apprentissage. Elle appela ça un mardi. Le 3e tir l'atteignit juste sous l'œil gauche. La pièce sombra dans un silence total, seulement troublé par le crépitement lointain des armes des Marines à l'étage inférieur. Émilie sentait leurs regards plantés dans son dos. Le poids de leur incrédulité pesait presque physiquement contre ses épaules. Elle ne se retourna pas. Il restait des ennemis dans ces bâtiments. Des menaces à identifier, à neutraliser. Chaque seconde passée à reconnaître leur stupeur était une seconde volée à sa mission. Des tirs chanceux, lâcha Jason Miller, d'une voix plate, 3 coups de chance. N'importe qui peut avoir de la chance. Tyler Brooks, 19 ans, première mission extérieure, contourna Miller et entra dans la salle de classe. Il fixait Émilie comme si elle venait de se faire pousser une 2e tête. « Caporal, dit-il lentement, je tire au fusil depuis que j'ai 6 ans. Mon père m'emmenait chasser le cerf chaque saison jusqu'à mon engagement. Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer comme ça. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas de la chance. » Miller ouvrit la bouche pour répliquer, mais Émilie le coupa sans même se retourner. Mouvement sur le toit de l'immeuble à la porte bleue. 2 cibles. L'une installe une mitrailleuse. Elle entendit Miller faire un pas vers elle. Jurer à voix basse. « Je ne vois rien. » Côté gauche du toit, derrière l'antenne satellite. Ils utilisent une bâche pour se camoufler, mais le vent soulève un coin. Un long silence suivit. Puis la voix de Miller, contrainte, presque à regret. « Je les vois. » L'équipe de mitrailleuses travaillait vite, engageant la bande dans la M240 avec une efficacité rodée. Dans 30 secondes, ils seraient prêts. Dans 45, ils arroseraient l'école depuis une position surélevée que les Marines en contrebas ne pourraient pas neutraliser. Émilie fit le calcul. 620 mètres. Le vent avait tourné, venant désormais de l'est. La bâche coupait sa ligne de vue, ne lui offrant que des aperçus fugitifs des cibles au gré des rafales. Elle n'aurait qu'une occasion, peut-être 2. Elle attendit, respiration lente, rythme cardiaque stable. La bâche se souleva. Le premier insurgé s'effondra avant même d'avoir terminé de charger la bande. Le second tenta de saisir l'arme pour continuer le travail. Émilie plaça une balle en plein torse avant que ses mains n'atteignent le mécanisme. Brooks laissa échapper un son à mi-chemin entre un rire et une prière. « Sainte Mère de Dieu !» Il se tourna vers Miller. « Caporal, vous voyez ça, vous aussi ?» Miller ne répondit pas. Sous la poussière et la sueur, son visage avait blêmi. Il fixait Émilie comme s'il la découvrait pour la première fois,
comme si la soldate discrète du ravitaillement qu'il avait méprisée, raillée, jetée à terre, venait de se transformer en quelque chose pour lequel il n'avait aucun cadre de référence. Émilie finit par se détourner de la fenêtre. Elle croisa le regard de Miller et y vit une guerre silencieuse se livrer derrière ses yeux. Le combat entre ce qu'il avait toujours cru et ce qu'il venait d'observer. Un instant, elle faillit éprouver de la pitié pour lui. Presque. « Je n'ai pas de chance, dit-elle calmement. Je suis entraînée. Et là, maintenant, je suis la meilleure chance que ces Marines ont de survivre à l'heure qui vient. Alors soit vous m'aidez, soit vous vous écartez. Mais ce que vous ne pouvez plus faire, c'est continuer à prétendre que je suis quelqu'un que je ne suis pas. » Au loin, à l'est, le grondement sourd d'armes lourdes résonna. Des renforts insurgés arrivaient, attirés par le bruit du combat. Émilie se retourna vers la fenêtre. Elle distingua du mouvement dans au moins 4 nouvelles positions. Des combattants frais se déployaient dans les bâtiments, installaient des points de tir, coordonnaient ce qui ressemblait de plus en plus à un assaut méthodique contre l'école. « On a un problème », lança Miller dans l'escalier, la voix tendue. « Ils amènent du renfort, beaucoup de renfort. » Les bottes de Michael Reynolds martelèrent les marches. Il entra dans la salle et se plaça à côté d'Emily, scrutant les positions ennemies avec l'œil d'un vétéran. Sa mâchoire se crispa tandis qu'il évaluait la menace. Au moins 20 combattants supplémentaires affluaient dans les immeubles d'en face. D'autres arrivaient encore par le nord. « Tu peux les contenir ?» demanda-t-il sans la regarder. Émilie vérifia ses chargeurs. Elle avait commencé avec 40 cartouches. Il lui en restait 31. Le calcul était simple et mauvais. « Je peux les ralentir, » répondit-elle, « mais je ne peux pas les arrêter. Pas avec ça. » Reynolds hocha lentement la tête. « Alors, on va faire compter chaque balle. » Il se tourna vers Miller et Brooks. « Faites monter le reste de l'escouade. On fait de cet étage notre point fort. » Il jeta un dernier regard à Emily. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à du respect. « Quoi que tu faisais avant de rejoindre mon convoi, soldat, je suis content que tu sois là aujourd'hui. » Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus de temps. L'ennemi s'adaptait déjà. Ils se dispersaient, utilisaient mieux les couverts, maintenant qu'ils savaient qu'un tireur d'élite les prenait pour cible. Elle les voyait communiquer par gestes, coordonner leurs mouvements, tester les failles. Ils avaient compris qu'ils avaient un problème de sniper. Maintenant, ils allaient tenter de le résoudre. Émilie se réinstalla derrière son arme, régula sa respiration et se prépara à leur montrer à quel point cette solution allait être coûteuse. Et tandis qu'elle cherchait sa prochaine cible, tandis que ce calme familier descendait de nouveau sur son esprit, elle entendit un autre son monter depuis l'est. Le grondement de véhicules en approche. L'ennemi ne se contentait plus de renforcer ses effectifs. Il montait d'un cran. Une mitrailleuse lourde entra en action à 3 pâtés de maisons de là. Les projectiles frappèrent les murs de béton autour d'elle, avec une violence telle que le bâtiment sembla soudain fait de carton. La rafale déchirait l'école, comme si sa structure même n'offrait aucune résistance. Émilie se plaqua au sol, tandis que les balles traversèrent le mur au-dessus de sa tête, l'ensevelissant sous une pluie de poussière, de gravats et d'éclats de béton. La mitrailleuse légère avait déjà été un cauchemar, mais ça, c'était autre chose. Un système plus lourd, probablement monté sur un véhicule, à en juger par la cadence continue et implacable. Chaque rafale envoyait des ondes de choc à travers l'école délabrée. En contrebas, elle entendait les Marines crier, chercher désespérément un couvert qui n'existait presque pas. Tyler Brooks s'était jeté derrière un bureau renversé, les yeux écarquillés dans un visage couvert de poussière. Jason Miller était allongé près de l'embrasure de la porte, jurant sans discontinuer. À travers le chaos, Emily perçut la voix de Michael Reynolds appelant un compte rendu. Puis quelqu'un répondit que le caporal Ryan Stillman avait été touché. Les mots saignent beaucoup remontèrent jusqu'à elle, portés par le vacarme. Il fallait neutraliser cette mitrailleuse. Emily rampa vers la fenêtre, restant sous la ligne de tir. Le verre brisé et les débris lui lacéraient les paumes et les genoux. Le tireur ennemi était méthodique, balayant le bâtiment par zone, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour offrir une cible claire. Celui qui manœuvrait cette arme savait parfaitement ce qu'il faisait. Elle atteignit le rebord et releva juste assez la tête pour observer la rue. L'éclair du tir venait d'un toit à environ 800 mètres à l'est,
partiellement dissimulée derrière un château d'eau en béton. L'angle était exécrable. Elle distinguait à peine une quinzaine de centimètres du canon de la mitrailleuse. Rien du tireur. Le reste était masqué par la masse du réservoir. « Tir impossible », murmura Miller derrière elle. Il avait rampé plus près, son hostilité mise de côté face à la gravité de la situation. « Tu ne peux pas toucher ce que tu ne vois pas. » Émilie ne répondit pas. Elle calculait, étudiait le réservoir, les lignes, les angles, cherchait une faille, là. Un espace étroit entre la base du château d'eau et le muret du toit, peut-être 20 cm de large. Si le tireur faisait pivoter l'arme pour couvrir le flanc nord de l'école, il devrait s'exposer dans cet interstice. Une fraction de seconde, pas plus. Il fallait le faire bouger. « Brooks », appela-t-elle sans quitter sa lunette, « j'ai besoin que tu attires le feu vers les fenêtres nord. Fais du bruit, montre du mouvement, mais reste à couvert. » Le jeune marine la fixa comme si elle venait de perdre la raison. « Tu veux que je me fasse tirer dessus ? Je veux qu'il croie qu'il y a une cible. Ce n'est pas la même chose. Fais-le. Maintenant. » Brooks hésita, puis hocha la tête et se mit à ramper vers le côté nord de la salle. Émilie suivait la position de la mitrailleuse, guettant le moindre changement. Les rafales continuaient de labourer le mur sud, mais elle vit le canon commencer à se déplacer, le tireur cherchant une nouvelle menace. Brooks atteignit la fenêtre nord. Il attrapa un morceau de mobilier brisé, le poussa dans l'encadrement pour qu'il capte la lumière, puis se replia aussitôt derrière le mur. La mitrailleuse pivota vers le nord. Pendant un battement de cœur, peut-être moins, l'épaule du tireur apparut dans l'espace entre le château d'eau et le muret, à 800 mètres, à travers une ouverture de 20 cm, à peine une surface de chair exposée. Émilie tira. La mitrailleuse se tut. À 800 mètres de là, sur un toit qui semblait hors d'atteinte, Khalid Rahman resta figé, incrédule, devant le corps de son meilleur tireur. Le sniper américain venait de réussir un tir qui n'aurait jamais dû être possible, à travers une ouverture qui n'aurait pas dû exister. Rahman se battait depuis 3 ans. Il avait affronté des Marines, des soldats, des contractants venus d'une douzaine de pays. Il n'avait jamais rien vu de tel. « Trouvez ce tireur !» ordonna-t-il à ses hommes. « Trouvez-le et tuez-le, ou nous perdrons tout ce secteur. » Ses combattants se dispersèrent, plus prudents désormais, mais Rahman voyait la peur dans leurs yeux. Ils étaient venus écraser un convoi endommagé, éliminer des Marines pris à découvert. À la place, ils avaient rencontré quelque chose d'inattendu, quelque chose qui transformait leur embuscade soigneusement préparée en désastre. Dans l'école, Émilie cherchait déjà de nouvelles cibles. Ses mains restaient calmes, mais son compteur de munitions descendait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. 23 cartouches restantes, au moins 30 combattants ennemis répartis dans les bâtiments alentours. Les chiffres n'étaient pas en sa faveur. Reynolds apparut dans l'embrasure de la porte, le visage sombre. « Beau tir, soldat. Le caporal Miller me dit que tu as bien travaillé sous sa supervision. » La mâchoire d'Émilie se crispa, mais elle ne répondit pas. Miller s'était empressé de rejoindre le Gunny dès que la mitrailleuse s'était tue, sans doute pour se repositionner, pour se rendre indispensable, pour s'attribuer une part du mérite dans la gestion de la soldate du ravitaillement qui, contre toute attente, leur sauvait la vie. Elle connaissait ce genre d'hommes, ceux qui s'approprient les victoires et distribuent les fautes, toujours du bon côté de l'histoire, peu importait. La seule chose qui comptait, c'était de maintenir ces Marines en vie. « Gunny », dit-elle, « on a un nouveau problème. Une équipe RPG progresse dans l'allée au sud-ouest. 3 hommes. Ils auront un tir dégagé sur ce bâtiment dans environ 90 secondes. » Michael Reynolds se plaça à côté d'elle et suivit sa ligne de mire. Émilie lui montra l'allée, 3 silhouettes qui bondissaient d'un couvert à l'autre, le lance-roquette bien visible sur l'épaule de l'homme de tête. À leur allure, ils atteindraient une position de tir derrière une voiture calcinée en moins de 2 minutes. De là, ils pourraient arroser de roquettes toutes les fenêtres du flanc sud de l'école. « Tu peux les neutraliser ?» demanda Reynolds. L'allée était étroite, noyée d'ombre. Les cibles avançaient vite, n'apparaissant que par éclairs entre 2 abris. C'était le genre de tir que son père aurait réservé pour un examen final, celui qui séparait les tireurs corrects des véritables snipers. « 1 » répondit-elle. « Peut-être 2 si je suis rapide. Le 3e atteindra le couvert avant que je puisse recharger. » Elle marqua une pause. « Il faudra une autre solution. » Reynolds se tourna vers Jason Miller. «
prend Tyler Brooks et 2 autres, contourner par l'entrée arrière et intercepter l'équipe RPG avant qu'elle ne se mette en position. Le visage de Miller se décomposa. « Gunny, c'est du terrain découvert, on sera exposé sur au moins 50 mètres. » « Justement, » répliqua Reynolds, « la soldate Carter va couvrir votre progression. » Il se tourna vers Emily. « Tu peux les maintenir sous pression assez longtemps pour qu'une équipe de 4 traverse. » Elle vérifia de nouveau ses chargeurs. 23 cartouches, des Marines traversant à découvert face à un nombre d'ennemis inconnus. Chaque tir devrait compter. Chaque balle devrait acheter des secondes de vie. « Oui, mon sergent. » Elle croisa le regard de Miller. « Je vous garderai en vie, caporal, que vous y croyiez ou non. » Miller soutint son regard un long moment. Quelle que soit la bataille qui se livrait derrière ses yeux, il l'engloutit et hocha la tête. « Alors ne rate pas. » Il rassembla son équipe et se dirigea vers l'escalier. Emily replongea dans sa lunette, suivant la progression de l'équipe RPG dans l'allée, calculant angle et distance, sentant la fenêtre de temps se refermer. Les 3 insurgés étaient mis proches désormais, 80 mètres, 70. L'homme de tête ralentissait déjà, prêt à s'installer derrière la carcasse brûlée. Emily plaça le réticule sur sa poitrine et commença à presser la détente. C'est alors qu'elle perçut un mouvement du coin de l'œil, sur un toit au nord. Une autre équipe RPG. Un second lanceur, déjà pointé droit sur la salle où elle se trouvait. Elle fit un choix dans l'espace entre 2 battements de cœur. L'équipe du toit nord était en train d'aligner son tir sur sa fenêtre. Celle de l'allée sud-ouest n'était plus qu'à quelques secondes de sa position. Elle ne pouvait pas traiter les deux. Elle ne pouvait pas se sauver elle-même et couvrir la progression de Miller à la fois. Elle choisit les Marines. Son premier tir frappa l'homme de tête dans le haut du crâne au moment précis où il s'agenouillait derrière la voiture calcinée. Le second insurgé attrapa le lance-roquette tombé. Emily lui logea une balle dans l'épaule avant qu'il ne puisse le lever. Il hurla et s'effondra, serrant sa blessure, tandis que le troisième plongeait derrière un bloc de béton et disparaissait de sa ligne de vue. Puis, elle roula. La roquette explosa contre l'encadrement de la fenêtre où elle se trouvait une demi-seconde plus tôt. L'explosion remplit la salle de feu et de débris, la projeta contre le mur opposé et lui arracha l'air des poumons. Un sifflement aigu envahit ses oreilles, noyant tout le reste. La poussière et la fumée lui brûlaient aux les yeux. Elle n'entendait plus, elle ne voyait presque rien. Elle respirait à peine, mais elle pouvait encore bouger. Emily rampa dans les gravats à la recherche du fusil. Ses mains le trouvèrent sous une section de plafond effondrée, rayé, couvert de poussière, mais intact. Elle le serra contre elle et se redressa avec effort, s'aidant du mur. La salle de classe était dévastée. La fenêtre avait disparu, remplacée par une ouverture béante et déchiquetée dans le béton. Tyler Brooks gisait près de la porte, le front ouvert, en sang, mais conscient, déjà en train d'essayer de se relever. Le toit nord. Il fallait neutraliser cette équipe RPG avant qu'elle ne recharge. Emily tituba jusqu'à ce qu'il restait de la fenêtre et leva le fusil. Sa vision était trouble, ses mains tremblaient pour la première fois depuis le début du combat. Elle trouva le toit, repéra les 2 hommes qui se débattaient pour engager une nouvelle roquette dans le lanceur. 600 mètres, vent d'est. La voix de son père traversa le sifflement dans ses oreilles, calme et ferme comme toujours. Un tir, un but, ma petite. Ton but n'est pas la balle. Ton but est ce que la balle protège. Elle tira 2 fois. Les 2 hommes s'effondrèrent. Alors ses jambes cédèrent. Elle glissa le long du mur et s'assit lourdement au sol, le fusil pesant sur ses cuisses. Brooks était à côté d'elle, le visage blême sous le sang et la poussière. « Ça va, soldat, ça va ?» Elle hocha la tête, sans être certaine que ce soit vrai. Son corps lui semblait étranger, ses pensées partaient dans tous les sens. Elle avait frôlé la mort lors d'exercices d'entraînement conçus par son père pour la pousser à bout. Mais là, c'était différent. Les hommes qu'elle avait tués étaient réels. La roquette qui avait failli l'anéantir était réelle. La voix de Reynolds lui parvint de quelque part en dessous, déformée par ses oreilles meurtries. « Rapport de situation. J'ai besoin d'un rapport maintenant. » Emily se força à se concentrer. Elle vérifia ses munitions. 14 cartouches restantes. Elle avait commencé avec 40 cartouches. En moins d'1 heure de combat, plus de la moitié avait disparu, brûlé tir après tir, et l'ennemi était toujours là, toujours en mouvement, toujours en train de tester leur ligne, de chercher la faille. « Gunny !» lança-t-elle vers le bas, la voix ferme malgré la fatigue. « Équipe RPG nord neutralisée, équipe sud-ouest,
2 hors de combat, un encore actif derrière couvert. Il me reste 14 cartouches. Le silence qui suivit fut plus parlant que n'importe quelle réponse. Michael Reynolds apparut dans l'embrasure de la porte, le visage dur. Il balaya la salle détruite du regard. Le mur éventré, Tyler Brooks saignant au sol, Emily adossée au gravat, son fusil sur les genoux. Un instant, quelque chose passa dans ses yeux, peut-être du désespoir, avant d'être aussitôt étouffé. « La QRF est retardée », dit-il à voix basse. « Embuscade sur leur itinéraire. Ils se battent pour passer, mais il faudra au moins 2 heures avant qu'ils nous atteignent. 2 heures. » Emily fit le calcul sans même y penser, comme son père lui avait appris à le faire. Ressources, menaces, probabilité de survie. 14 cartouches. Au moins 20 combattants ennemis encore actifs. 2 heures de combat soutenu. « On ne va pas s'en sortir, » dit Brooks tout haut, donnant voix à ce que tout le monde pensait. « Si, » répondit Reynolds, mais sa voix manquait de conviction. « On se replie sur le premier étage, on réduit notre exposition, on les oblige à venir à nous. Chaque minute gagnée nous rapproche de l'extraction. » Dehors, des coups de feu éclatèrent à nouveau. L'équipe de Jason Miller engageait sans doute l'insurgé restant dans l'allée. Ou peut-être de nouveaux contacts. La bataille ne faisait aucune pause pour leur laisser reprendre souffle. Elle ne se souciait ni des munitions qui s'épuisaient, ni des renforts en retard, ni de la liste grandissante des blessés. Emily se força à se lever. Ses jambes tremblaient, mais tinrent bon. Elle regarda Reynolds et vit un homme à court d'options, un chef qui voyait ses Marines mourir dans un lieu qui finirait par n'être qu'une note de bas de page, dans une guerre que la plupart des Américains avaient déjà oubliée. « Je dois changer de position, » dit-elle. « Ils connaissent celle-ci maintenant. Si je reste ici, ils continueront à envoyer des roquettes jusqu'à ce que l'une d'elles fasse mouche. » Reynolds hocha lentement la tête. « 3e étage, côté nord. Tu auras des angles sur leurs axes d'approche et tu ne seras pas là où ils t'attendent. » Elle se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta. Le souvenir flottait en périphérie de son esprit depuis l'explosion de la roquette. À présent, il s'imposait, exigeant d'être entendu. Elle avait 19 ans. Debout dans le bureau de son père à Fort Adams, la lettre d'acceptation du corps des Marines des États-Unis serrée dans sa main. Son père était assis derrière son bureau, le visage fermé comme de la pierre, les yeux chargés d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais vue. De la trahison. « Tu aurais pu être la meilleure tireuse de ta génération, » avait-il dit. « Tu aurais pu honorer 4 générations de combattants. Et à la place, tu fuis pour devenir conductrice de camion chez les Américains. »« Je ne fuis pas, » avait-elle répondu. « Je trace mon propre chemin. »« Ton chemin ?» Il s'était levé alors, et pour la première fois de sa vie, elle l'avait vu perdre le contrôle. Ses mains avaient balayé le bureau, envoyant valser papiers et photographies. « Ton chemin est une illusion. Tu possèdes un don qui n'apparaît qu'une fois par génération, et tu le gâches par orgueil, parce que tu refuses de suivre les pas de ta famille. » Elle était partie ce soir-là. Elle ne lui avait plus jamais parlé. Et maintenant, en montant les escaliers d'une école en ruine au milieu de Fallbrook, avec 14 cartouches et 2 heures à tenir, elle comprit enfin ce qu'elle avait été trop jeune et trop en colère pour voir. Son père n'avait jamais cherché à la contrôler. Il avait essayé de la préparer, pour des moments exactement comme celui-ci. Emily atteignit le 3e étage et trouva une position surplombant l'axe d'approche nord. Elle s'installa, régula sa respiration et attendit la prochaine vague. En contrebas, elle entendit la voix de Reynolds à la radio, transmettant leur état de munitions au commandement. Les chiffres étaient froids, implacables. Au rythme actuel, il leur restait 43 minutes avant de devoir lancer des pierres. Lance-corporale Sarah Collins la rejoignit 20 minutes plus tard. Emily avait tiré 4 fois durant ce laps de temps. 4 tirs nets, 4 décisions qui avaient acheté quelques secondes de vie supplémentaires aux Marines en dessous. Il lui restait 10 cartouches. L'ennemi avait appris à craindre sa nouvelle position. Il restait plus profondément à couvert, traversait les zones découvertes en courant. Mais il continuait d'avancer. Collins rampa à travers les débris et s'installa à côté d'elle, une gourde dans une main, quelques chargeurs dans l'autre. « C'est tout ce qu'on a pu trouver, » dit-elle doucement. 30 cartouches. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Emily prit les chargeurs sans quitter sa lunette. Sa gorge était brûlante de poussière et de fumée. Elle but par petites gorgées contrôlées.
Merci. Collins ne repartit pas. Elle resta là, adossée au mur près de sa position, observant la petite soldate travailler avec une expression mêlant admiration et curiosité. Finalement, elle posa la question « Qui es-tu » La question resta suspendue entre elles. Emily en avait entendu des variantes une douzaine de fois au cours de la dernière heure, lancées par des marines incapables de concilier l'image de la discrète logisticienne avec celle de la tireuse qui les maintenait en vie. Mais Collins l'avait demandé autrement, sans accusation, sans incrédulité, avec une sincère volonté de comprendre. Emily resta silencieuse un long moment. Un autre insurgé se déplaça entre deux bâtiments. Emily le suivit dans sa lunette, attendant une ouverture qui ne vint jamais. Il se fondit dans l'ombre. Elle relâcha lentement son souffle. « Mon père est Master Sergeant Richard Carter », dit-elle enfin. « Il est à la retraite maintenant, mais pendant 23 ans, il a servi au US Army Special Operations Command. Les 10 dernières années, il était instructeur principal des tireurs d'élite. » Sarah Collins la fixa, interdite. « Ton père a formé les forces spéciales américaines au tir de précision. Il leur a tout appris. » La voix d'Emily était posée, maîtrisée, mais quelque chose de vieux et de douloureux remuait sous la surface. Le camouflage, la traque, la balistique, la lecture du vent, la préparation mentale. Il a rédigé le manuel qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Elle marqua une pause. Et il m'a formé, moi. Depuis quand ? Depuis mes 8 ans. Les souvenirs affluèrent. Le premier fusil qu'il lui avait confié, un petit calibre, prend 22, modifié pour ses mains d'enfant. La patience infinie dans sa voix, la fierté silencieuse dans son regard quand elle avait touché sa première cible. À 16 ans, je tirais mieux que la plupart de ses élèves. À 18, j'étais meilleur que tous ceux de son programme. Sauf lui. Collins secoua lentement la tête. Alors, qu'est-ce que tu faisais à conduire des camions de ravitaillement à Fallbrook ? La question frappa plus profond qu'elle ne pouvait l'imaginer. Emily aperçut un mouvement lointain dans sa lunette et tira presque machinalement. Un insurgé qui installait une position de tir sur un balcon éloigné s'effondra. 9 cartouches restantes. Le geste mécanique du tir lui donna le temps de trouver ses mots. « Mon père voulait que je m'engage dans les forces spéciales, dit-elle, que je suive sa voie, que je perpétue la tradition familiale. 4 générations de Carter ont servi. Mon grand-père s'est battu à Pork Chop Hill. Avant lui, d'autres ont combattu dans des guerres dont on ne parle plus. Mais toi, tu ne voulais pas ça, dit doucement Collins. Je voulais être autre chose que la fille de mon père. Emily sentit l'amertume dans sa propre voix et l'étouffa. Je voulais savoir qui j'étais sans son ombre, au-dessus de chacun de mes gestes. Alors je suis parti. Je suis venu en Amérique. Et je me suis engagé comme ce qui était le plus éloigné possible de ce qu'il avait fait de moi, la logistique, le soutien, l'arrière-plan. Elle eut un sourire presque imperceptible. Il ne m'a pas parlé pendant 3 ans après ça. Je ne sais même pas s'il sait que je suis déployé. Elle inspira profondément. Pendant 11 mois, j'ai fait semblant d'être exactement ce que tout le monde voyait. Invisible, sans importance, juste une soldate du soutien de plus, jusqu'à aujourd'hui. En bas, les échanges de tirs s'intensifièrent brièvement, puis retombèrent. La radio grésilla, la voix de Michael Reynolds annonçait 2 nouveaux blessés, des munitions critiques sur toutes les positions. L'étau se resserrait. L'ennemi le savait, il saignait. Il manquait de temps, de balles, d'options. « Pourquoi me dire tout ça ?» demanda Collins. « Pourquoi maintenant ?» Emily ne répondit pas tout de suite. Elle balayait les toits, cherchant l'homme qu'elle avait aperçu plus tôt. Celui qui se déplaçait comme un chef, donnait des ordres par geste, coordonnait l'assaut avec méthode. Si elle pouvait l'identifier, si elle pouvait l'abattre, la cohésion ennemie pourrait s'effondrer, leur offrir le temps dont ils avaient désespérément besoin. Là, 850 mètres au sud-est, une silhouette sur un toit exposait un bref instant tandis qu'elle observait le champ de bataille. Même à cette distance, Emily distinguait l'assurance dans sa posture, l'autorité naturelle avec laquelle les autres réagissaient à ses gestes. C'est lui, le cerveau de l'embuscade, celui qui avait fait converger les renforts, celui qui essayait méthodiquement de tuer chaque marine dans ce bâtiment. Mais le tir était dément. La distance frôlait la limite absolue du M110. Le vent avait encore tourné, tourbillonnant entre les immeubles de manière imprévisible.
La chaleur ondulait au-dessus des toits, déformant l'air, rendant le calcul précis autant affaire d'instinct que de mathématiques. Son père lui avait appris à tenter l'impossible. Il avait passé 15 ans à la préparer pour des instants exactement comme celui-ci. Quand les chiffres disent non, mais que la situation exige oui. Elle avait rejeté sa voix, rejeté ses projets pour elle, rejeté tout ce qu'il représentait. Et maintenant, au moment le plus désespéré de sa vie, elle s'appuyait sur tout ce qu'il lui avait transmis. Le commandant ennemi se tourna pour parler à l'un de ses hommes. Pendant 3 secondes, sa poitrine fut entièrement dégagée. Émilie expira, trouva l'espace entre 2 battements de cœur. La voix de son père s'éleva dans son esprit, calme, ferme, familière. Un tir, ma petite, un but. Ton but n'est pas la balle. Ton but est ce que la balle protège. Elle tira. À 850 mètres, le corps du chef se contracta une fois, puis s'effondra. Autour de lui, les hommes se dispersèrent dans la panique. Privés de commandement, soudain désorientés, l'offensive coordonnée se fragmenta. Les combattants se regardaient, cherchant des ordres qui ne viendraient pas. Émilie observa la scène à travers sa lunette. 8 cartouches restantes. Peut-être 1 heure avant que l'ennemi ne se ressaisisse, peut-être moins. Mais pour la première fois depuis le début de l'embuscade, l'équilibre venait de basculer. Collins la regardait comme on regarde quelque chose de presque irréel. C'était à plus de 800 mètres, dans ce vent, avec la chaleur. Comment ? Émilie abaissa lentement le fusil et croisa son regard. « Mon père m'a appris que l'impossible, dit-elle simplement, est juste le mot que les gens utilisent quand ils ne sont pas entraînés pour faire le difficile. » Elle reporta son regard vers les positions ennemies, vers le chaos qu'un seul tir avait déclenché. « J'ai passé 3 ans à essayer d'oublier tout ce qu'il m'a donné, dit-elle enfin. Elle marqua une pause. « Je crois que le moment est venu d'arrêter d'oublier. » La voix de son père résonnait désormais clairement dans son esprit, aussi stable que lorsqu'elle avait 12 ans et qu'il lui apprenait à maîtriser sa respiration. Un tir. Un but. Ton but n'est pas la balle, ton but est ce que la balle protège. Pour la première fois depuis 3 ans, Émilie n'essaya pas de faire taire cette voix. Elle la laissa la guider, la stabiliser, lui rappeler celle qu'on l'avait formée à devenir. La logisticienne avait disparu. La fille de Master Sergeant Richard Carter avait pris sa place, et il lui restait encore 8 cartouches pour le prouver. Les Marines commencèrent à graviter autour d'elle comme des planètes autour d'un soleil. Elle le remarqua d'abord par petites touches. Tyler Brooks apparut avec de l'eau et une barre protéinée dénichée on ne savait où, qu'il lui glissa dans les mains avec une insistance silencieuse. Sarah Collins resta à ses côtés, scrutant les bâtiments aux jumelles et annonçant les mouvements parfois avant même qu'Émilie ne les repère. 2 fantassins dont elle ne connaissait pas les noms prirent position de part et d'autre de sa fenêtre, ajoutant leur feu à chaque cible qu'elle engageait. Ils la protégeaient désormais. La soldate discrète, invisible depuis 11 mois, était devenue la personne la plus importante du bâtiment. Brooks s'adossa au mur non loin d'elle, le front grossièrement bandé, avec un morceau d'uniforme déchiré. Il l'observait balayer les toits, l'expression mêlant épuisement et admiration. « Tu sais à quoi je pense sans arrêt ?» dit-il. « À toutes ces fois où je suis passé à côté de toi au réfectoire. Toutes ces fois où je ne t'ai même pas remarqué. » Elle ne répondit pas. Elle suivait un mouvement 3 immeubles à l'est. 2 combattants tentaient de se rapprocher en passant par une série de toits connectés. Prudents, plaqués au sol, mais visibles par intermittence à travers les ouvertures de leurs couverts. « Je veux dire, » continua Brooks, « tu étais là tout ce temps. La meilleure tireuse que j'ai jamais vue, et tu remplissais des formulaires de ravitaillement et tu conduisais des camions. » Il secoua la tête. C'est comme découvrir que le gamin discret au fond de la classe est en fait un super-héros. Elle tira 2 fois. Les 2 hommes s'effondrèrent. 6 cartouches restantes. Brooks laissa échapper un sifflement admiratif. « Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. » Il hésita, puis ajouta avec un sourire étrange sur son visage ensanglanté. « Si on s'en sort, je raconterai à tout le monde que j'ai combattu aux côtés d'une sniper coréenne super-héroïne. Personne ne me croira, mais je le dirai quand même. » Malgré tout, Émilie sentit le coin de sa bouche tressaillir. « Tu devrais peut-être te concentrer d'abord sur le fait de survivre ?» Juste remarque. Il leva son fusil et reprit la surveillance de son secteur. « Mais je raconterai quand même l'histoire. » Collins apparut dans l'embrasure de la porte, le visage tendu.
Le gunny veut un point de situation, et Daniel Foster demande à te voir. Emily fronça les sourcils. Foster? Le tireur désigné, celui à qui j'ai pris le fusil? Oui, il est conscient, il veut te parler. Collins haussa les épaules. Reynolds a dit de faire vite, mais il pensait que tu devais le savoir. Emily hésita. Chaque seconde, loin de sa position, offrait à l'ennemi une occasion d'avancer. Mais Foster était celui qui portait ce fusil avant elle, celui qui aurait fait ses tirs si une balle ne l'avait pas frappé à l'épaule. Elle lui devait au moins ça. « Surveille mon secteur », dit-elle à Collins. 2 minutes. Elle trouva Foster au premier étage, adossé à un mur, l'épaule entourée de bandages sanglants. Son visage était livide, couvert de sueur, mais ses yeux étaient parfaitement clairs lorsqu'ils se posèrent sur elle. « Le fusil te va bien, dit-il, mieux qu'il ne m'a jamais été. » Emily s'agenouilla près de lui. « Tu aurais fait la même chose, tu les aurais maintenus en vie. » Foster secoua lentement la tête. « Non, j'aurais essayé, j'aurais fait de mon mieux, mais ce que tu fais là-haut, ces tirs... » Il expira, presque un rire. « J'ai été tireur désigné pendant 2 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer comme ça, ni à l'entraînement, ni en combat, nulle part. » Elle ne sut pas quoi répondre. L'éloge lui paraissait étrange, inconfortable, comme un vêtement mal ajusté. « Je fais juste ce qui doit être fait. C'est précisément pour ça que c'est impressionnant. » Foster tendit sa main valide et serra son avant-bras. « Quand j'ai été touché, quand je suis tombé, j'ai cru qu'on était tous morts. J'ai cru que mon fusil allait rester dans la poussière pendant que mes amis se faisaient submerger. » Il resserra sa prise. « Tu l'as ramassé. Tu nous as sauvés. Quoi qu'il arrive maintenant, tu dois savoir que tu nous as déjà sauvés. » Quelque chose se fissura dans la poitrine d'Emily. Un mur qu'elle avait construit depuis longtemps commença à se lézarder. 3 ans à fuir ce qu'elle était, à se cacher de l'héritage de son père, à prétendre que son don était un fardeau plutôt qu'une responsabilité. Et maintenant, ce marine blessé la regardait comme si elle était la réponse à une prière qu'il n'avait jamais su formuler. « Merci, » dit-elle doucement. Ce n'était pas suffisant, mais c'était tout ce qu'elle avait. Foster lâcha son bras et se laissa retomber contre le mur. « Maintenant, retourne là-haut et termine ce que tu as commencé. On compte tous sur toi. » Quand elle revint au 3e étage, la situation s'était encore dégradée. Collins était à la fenêtre, appelant les contacts. Ils se regroupent à l'est. Au moins 15 combattants derrière ce complexe d'appartements. On dirait qu'ils préparent une poussée coordonnée. Emily rejoignit sa position et confirma ce que Collins voyait. L'ennemi s'était réorganisé plus vite que prévu. Un nouveau commandement avait émergé après la chute de leur chef. Ils se structuraient en équipe d'assaut, prêts à foncer sur l'école depuis plusieurs directions à la fois. Avec seulement 6 cartouches encore disponibles et des stocks qui s'épuisaient partout dans le bâtiment, un assaut coordonné les submergerait en quelques minutes. Il lui fallait de meilleurs angles. Le 3e étage lui offrait une bonne visibilité vers le nord et l'est, mais l'approche sud était partiellement masquée par un château d'eau sur l'immeuble voisin. Si l'ennemi attaquait par là, elle ne le verrait qu'au moment où il atteindrait l'entrée de l'école. Il n'y avait qu'un seul point capable de couvrir toutes les approches. Le toit. Michael Reynolds refuserait. Le toit était entièrement exposé, visible depuis chaque position ennemie dans un rayon de plusieurs pâtés de maison. N'importe quel tireur là-haut deviendrait instantanément la cible prioritaire de tous les fusils de la zone. Mais ce même tireur pourrait aussi voir chaque axe d'attaque, engager chaque équipe d'assaut, gagner le temps dont ils avaient désespérément besoin. Emily vérifia ses munitions une dernière fois, 6 cartouches. Peut-être assez pour briser un assaut si chaque tir comptait. Peut-être assez pour tenir jusqu'à l'arrivée de la QRF. « Sarah, » dit-elle doucement, « j'ai besoin que tu dises au gunny que je monte sur le toit. » Sarah Collins la fixa, incrédule. « Le toit, c'est du suicide, tu seras complètement exposé. »« Je sais. » Emily rassembla son fusil et les chargeurs de réserve que Collins lui avait apportés plus tôt. « Mais de là-haut, je verrai tout. Chaque approche, chaque équipe d'assaut, chaque menace. » Elle croisa le regard de Collins. « C'est la seule façon de survivre à l'heure qui vient. Tu pourrais mourir là-haut. Je peux mourir ici aussi. » Elle marqua une pause. « Là-haut, au moins, ma mort aura un sens. » Collins resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha lentement la tête, le visage partagé entre la peur et le respect. « Je vais le dire à Reynolds. »
Elle s'arrêta. « Fais-leur payer, Émilie. » Émilie monta le dernier escalier, poussa la lourde porte d'accès et déboucha sous le soleil aveuglant de Fallbrook. Le toit était plat, nu, sans véritable couvert, hormis un petit local technique au centre. D'ici, elle voyait tout le champ de bataille, chaque immeuble, chaque rue, chaque zone d'ombre où la mort pouvait se tapir. Et chaque combattant ennemi pouvait la voir, elle. Elle s'approcha du bord, s'allongea derrière le muret bas et cala le fusil contre son épaule. En bas, l'assaut commençait à se mettre en place. Émilie avait 6 balles pour l'arrêter. La porte claqua brusquement derrière elle. Elle pivota instantanément, le fusil montant, le doigt trouvant la détente avant même que sa pensée ne suive son réflexe. Jason Miller se tenait dans l'encadrement, silhouetté par l'obscurité de la cage d'escalier, son arme serrée contre la poitrine. Pendant un long instant, aucun d'eux ne bougea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Émilie, sèchement. Miller avança sur le toit et laissa la porte se refermer derrière lui. « Reynolds m'envoie. Il a dit, si elle compte se faire tuer là-haut, quelqu'un devrait au moins lui couvrir les arrières. » Sa voix était neutre, dépouillée du mépris qui avait teinté chacune de ses paroles depuis le départ du convoi de Camp Ridgeway. « Je n'ai pas besoin que tu me couvres, » répondit-elle. « Non. » Miller se glissa à côté d'elle derrière le muret, balayant les positions ennemies d'un regard dur. « Probablement pas, mais je suis là quand même. » Émilie le fixa, cherchant à comprendre ce changement qu'elle percevait sous ses mots. L'homme qui l'avait jeté au sol, traité de rien, tenté de s'attribuer ses tirs, celui-là ne serait jamais monté sur un toit à découvert pour protéger une simple logisticienne. Quelque chose avait changé. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Miller resta silencieux longtemps, la mâchoire crispée, comme s'il mâchait des mots qu'il ne voulait pas laisser sortir. En contrebas, les équipes ennemies finalisèrent leur position. L'assaut n'était plus qu'à quelques minutes. Émilie savait qu'elle manquait de temps. Et pourtant, elle attendit. « Il s'appelait Danny », dit enfin Miller. « PFC Matthew Hayes. C'était mon meilleur ami. On a fait l'instruction ensemble. On a été déployés ensemble. Tout. » Il marqua une pause. Il devait épouser une fille d'origine coréenne quand on rentrerait. Il me montrait ses photos tous les jours, parlait du mariage, de la maison, des enfants. Un froid désagréable se logea dans le ventre d'Émilie. Elle ne voulait pas entendre ça. Elle ne voulait pas comprendre l'homme qui l'avait rabaissée pendant 11 mois. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter d'écouter. « On était en patrouille près d'Alton City », continua Miller. « Mission de routine, faible menace, soi-disant. On est tombé dans une embuscade, une vraie. » Sa voix se durcit. Danny a pris une balle dans la jambe. Il est tombé à découvert. J'ai essayé de le rejoindre, mais il y avait trop de feu, trop d'insurgés. Il inspira profondément. Il s'est vidé de son sang en 20 minutes, parce qu'on n'avait plus de munitions. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Il s'interrompit, cherchant à reprendre le contrôle. Le convoi de ravitaillement était en retard, murmura-t-il. Un type du soutien avait foiré les manifestes. Mauvaise caisse, mauvaise munition. On avait des milliers de cartouches inutiles, et rien pour les armes qu'on portait réellement. Il releva les yeux vers elle. Danny est mort parce qu'un planqué qui n'avait jamais vu le combat n'a pas su faire de la paperasse. Alors elle comprit. Le mépris, la cruauté, la façon dont il la regardait comme si elle portait sur les épaules chaque échec, chaque mort, chaque erreur de toute la chaîne logistique. Tout prit sens. Elle n'était pas son ennemie. Elle était simplement la cible la plus proche pour un chagrin qui n'avait nulle part où aller. « Je suis désolé pour ton ami, » dit-elle doucement. Jason Miller secoua la tête. « Non, ne t'excuse pas. » Il inspira profondément. « J'ai passé 2 ans à accuser des gens comme toi parce que c'était plus facile que de m'accuser moi-même. » Il la regarda enfin vraiment. Ses yeux brillaient. J'étais à 20 mètres quand il a été touché. 20 mètres. J'aurais pu l'atteindre si j'avais couru plus vite. J'aurais pu le tirer jusqu'à couvert si j'avais été plus courageux. Mais je me suis figé. Je me suis figé. Et il est mort. Sa voix se brisa. Et depuis, je m'en prends à chaque soldat du soutien que je croise. L'aveu resta suspendu entre eux, brut, douloureux, profondément humain. Émilie vit Miller clairement pour la première fois, non comme un adversaire, non comme un harceleur, mais comme un homme brisé, portant un poids qu'il ne savait pas comment déposer. « La mort de Matthew n'est pas de ta faute, » dit-elle.
Et ce n'était pas la faute d'un logisticien qui a fait une erreur sur un manifeste. C'est la faute des hommes qui ont tendu l'embuscade. Ce sont eux qui ont tué ton ami. Pas toi. Pas le soutien. Miller s'essuya les yeux du revers de la main. Je le sais, je l'ai toujours su. Il inspira. Mais savoir quelque chose et le ressentir, ce n'est pas pareil. Non, répondit-elle simplement. Émilie pensa à son père, aux 3 années de silence, à la colère qu'elle avait emportée avec elle de l'autre côté de l'océan. Ce n'est jamais pareil. Un mouvement attira son regard. Les équipes d'assaut avançaient. Des combattants jaillissaient des immeubles à l'est, se répandaient dans la rue dans une ruée coordonnée. Le moment de vérité humaine se fracassa contre la réalité du combat. « Ils arrivent », dit-elle en se réinstallant derrière son fusil. Miller se plaça à côté d'elle, sortant des jumelles de son gilet. « Je fais l'observation. Tu engages. » Quelque chose se desserra dans la poitrine d'Émilie. Une tension qu'elle portait depuis les premières secondes de l'embuscade. Elle n'était plus seule sur ce toit. Elle n'était plus invisible. Pour le meilleur ou pour le pire, Miller était avec elle maintenant. Et ensemble, ils affronteraient ce qui allait suivre. La première vague atteignit le point médian entre les bâtiments et l'école. 15 hommes, peut-être plus, avançant vite, tirant en marchant. Derrière eux, une seconde vague se formait déjà. 200 mètres, annonça Miller. Homme de tête, plein centre. Émilie acquit la cible, expira et tira. L'homme s'effondra. 5 cartouches restantes. 180, flanc gauche, RPG. Elle pivota, verrouilla, tira. Le porteur de roquettes tomba et le lanceur glissa sur l'asphalte. L'assaut hésita. Certains combattants ralentirent en voyant leurs camarades tomber, mais leur chef hurlait, les poussant en avant. 150, 130, les Marines aux étages inférieurs engageaient à leur tour, leurs tirs s'ajoutant au chaos. Mais l'ennemi avait le nombre, et l'élan. 100 mètres, dit Miller, la voix tendue. Ils sont proches. Émilie tira encore. 3 cartouches. Un homme tomba. 2 autres prirent sa place. Les chiffres n'avaient aucun sens. 6 balles contre une armée. Ça avait toujours été impossible. Mais impossible n'était que le mot des non-initiés pour dire difficile. La voix de son père envahit son esprit, calme, stable, comme elle l'avait été toute sa vie. Émilie cessa de penser aux munitions, aux effectifs ennemis, aux probabilités de survie. Elle cessa de penser tout court. Elle laissa l'entraînement prendre le relais. Le fusil devint une extension de son corps. L'ennemi, des silhouettes sur un pas de tir, le chaos, un silence parfait. Émilie entra dans cet état que son père appelait l'immobilité, l'endroit au-delà de la pensée où le corps se souvenait plus vite que l'esprit. Elle s'y était trouvée 1000 fois sur son stand, jamais comme ça. Jamais avec des vies suspendues à chaque pression de détente. 80 mètres, annonça Miller. 2 derrière la voiture brûlée, l'un recharge. Émilie tira. Le combattant qui rechargeait s'effondra. 2 cartouches restantes. L'assaut se disloquait. Ceux qui avaient chargé avec assurance plongeaient désormais à couvert, leur élan brisé par le feu précis venu du toit. En bas, les Marines avaient trouvé leur rythme. Ils exploitaient chaque ouverture qu'Émilie créait, transformant ses tirs chirurgicaux en murs de suppression. 70 mètres, RPG à l'est. Il se met en place. Émilie pivota et tira dans un seul mouvement fluide. Le porteur de roquettes s'effondra avant même de lever l'arme. Une cartouche restante, une seule balle entre la survie et l'anéantissement. Elle en sentit le poids comme une pierre dans sa poitrine. L'ennemi le sentait aussi. Elle les voyait se regrouper derrière les couverts, voyait les signes de la main passer entre chefs d'équipe. Ils coordonnaient déjà la prochaine poussée. Ils avaient perdu des hommes, beaucoup, mais ils avaient encore du nombre, encore des munitions, encore du temps. Les Marines, non. Miller abaissa ses jumelles, le visage sombre. Il se replie pour se réorganiser. On a peut-être 3 minutes avant qu'ils reviennent. « Combien il en reste ?» demanda Jason Miller. Il balaya les immeubles du regard. 20 au moins, peut-être plus, en réserve, 20 combattants, une seule balle, 3 minutes. L'esprit d'Émilie fila à toute vitesse. Elle pouvait garder sa dernière cartouche pour une cible critique, attendre l'instant où elle ferait vraiment la différence. Ou tirer maintenant, tenter d'abattre un autre chef avant qu'il ne se réorganise. Chaque option menait au même point. Tôt ou tard, il ne lui resterait qu'un fusil vide et le bon vouloir de l'ennemi. En bas, elle entendit Michael Reynolds hurler des ordres, redistribuer les dernières munitions, tenter de consolider des positions déjà au bord de l'effondrement.
L'école était devenue une forteresse. Mais toutes les forteresses tombent quand les défenseurs n'ont plus de moyens de riposter. « Tu sais » dit Miller à voix basse. Elle tourna la tête vers lui. « Pour ce que ça vaut, je suis content que tu aies été sur ce convoi. Quoi qu'il arrive maintenant, tu nous as donné une chance. Plus qu'une chance. » Elle hocha simplement la tête, incapable de parler. Ces mots comptaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer, surtout venant de l'homme qui, pendant 11 mois, l'avait fait se sentir insignifiante. Quelque chose s'était réparé entre eux, sur ce toit. Quelque chose qui compterait s'il survivait, et qui compterait encore s'il ne survivait pas. Mouvement. À l'est. Émilie replongea dans sa lunette. Les combattants sortèrent de leurs abris. Pas en charge cette fois, mais par bons coordonnées. Un groupe avançait, pendant qu'un autre couvrait, des tactiques de professionnels. Quelqu'un de formé avait repris le commandement. Et puis elle les vit, 2 hommes progressant ensemble dans une allée à 60 mètres digne au sud-est. L'un portait un sac lourd, des explosifs sans aucun doute. L'autre tenait un détonateur levé dans la main, prêt à déclencher dès qu'ils atteindraient les fondations de l'école. Ils allaient faire s'effondrer tout le bâtiment. Miller les repéra au même instant. Mon Dieu, s'ils atteignaient le mur, ils n'auraient pas besoin d'entrer. Pas besoin de combattre les Marines à l'intérieur. Une seule explosion à la base de cette vieille structure de béton et tout s'écroulerait comme un château de cartes. 2 cibles, 1 balle. Émilie calcula. Angle, distance, trajectoire. Les 2 hommes avançaient à la file indienne, dans l'allée étroite, le porteur d'explosifs légèrement devant, le détonateur derrière. Si elle tirait sur le porteur, le second déclencherait la charge. Si elle tirait sur le détonateur, le premier atteindrait le mur et quelqu'un d'autre appuierait. Aucune solution propre. Aucune bonne réponse. Sauf que la voix de son père surgit dans sa mémoire. Une leçon, quand elle avait 15 ans, en tir longue distance sur des cibles métalliques. Parfois, la balle n'est pas l'arme, ma petite. Parfois, la balle n'est que le début. Le mur de l'allée. Parpaing ancien, usé, à l'angle exact. Si elle frappait le coin au point précis, la balle se fragmenterait, ricocherait. Le béton deviendrait shrapnel. Un tir pourrait devenir plusieurs. C'était insensé, c'était impossible, c'était la seule option. 50 mètres, murmura Miller. Ils arrivent à l'angle. Émilie ajusta sa visée, pas sur les hommes, sur le mur, sur le point exact où la physique, la géométrie et l'espoir désespéré pourraient produire quelque chose qui ressemble à un miracle. 40 mètres. Elle expira, trouva l'immobilité, sentit son cœur ralentir. 30 mètres, son doigt effleura la détente. 20 mètres. Elle tira. La balle frappa l'angle du mur à plus de 500 mètres par seconde. Le béton éclata en une gerbe de fragments, transformant un seul projectile en une pluie meurtrière. Le porteur d'explosifs reçut des éclats au visage et à la poitrine. Il s'effondra en hurlant. Le détonateur prit des fragments dans la gorge. Il lâcha l'appareil en portant les mains à sa blessure. Les 2 hommes tombèrent. Aucune explosion. Miller la fixait, le visage figé dans une expression de stupeur absolue. « Comment tu as fait ça ?» Émilie abaissa le fusil. Ses mains tremblaient maintenant, l'immobilité brisée par l'irréalité de ce qu'elle venait d'accomplir. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement, « je ne sais pas. » Un nouveau son monta à l'ouest, dominant les tirs. Le battement lourd de rotors d'hélicoptères, de plus en plus fort, de plus en plus proche. Miller lui attrapa l'épaule et désigna le ciel. « La QRF, c'est la QRF. » La cavalerie arrivait. Contre toute attente, contre tous les calculs qui disaient qu'ils auraient déjà dû être morts. Les Marines avaient tenu assez longtemps. Mais la bataille n'était pas encore finie. Dans sa lunette, Émilie vit un dernier combattant quitter son couvert et sprinter vers l'école. Il était jeune, à peine plus qu'un garçon. Dans ses mains, quelque chose scintillait sous le soleil, une grenade. Il n'était plus qu'à 30 mètres de l'entrée principale et avançait vite. Émilie porta la main à son fusil, puis se souvint. Le chargeur était vide. Elle n'avait plus aucune balle. Le jeune homme était à 15 mètres de l'entrée quand Tyler Brooks surgit dans l'embrasure de la porte. Émilie vit la scène au ralenti, impuissante, son arme inutile contre elle. Le jeune marine planta ses pieds, leva son fusil et tira 3 coups rapides. Le coureur trébucha, chancela, puis s'écrasa face contre terre. La grenade roula hors de ses doigts inertes et s'immobilisa contre un tas de gravats.
la goupille toujours en place. Brooks resta un long moment dans l'embrasure à fixer le corps. Puis, il leva les yeux vers le toit, vers l'endroit où Emily était couchée derrière le muret. Il leva une main, un geste à mi-chemin entre le salut militaire et le signe de la main. « Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu de renfort », cria-t-il. « Même une sniper super-héroïne ne peut pas tout faire toute seule. » Emily laissa échapper un souffle dont elle n'avait même pas conscience de s'être privée. Son corps lui sembla soudain creux, vidé de tout sauf de l'épuisement et d'un immense soulagement. À côté d'elle, Jason Miller se mit à rire. Un rire brut, presque hystérique, la libération d'une tension accumulée pendant des heures. Les hélicoptères étaient maintenant visibles. 3 Black Hawk arrivant de l'ouest, leurs mitrailleurs déjà penchés aux portes, balayant les toits et les rues. Les insurgés encore en vie les virent et comprirent. Ils cessèrent le combat, se dispersèrent, se fondant dans les immeubles et les ruelles, choisissant la fuite plutôt qu'un affrontement perdu d'avance. En quelques minutes, les rues qui avaient été un champ de mort retombèrent dans un silence irréel. C'était fini. Emily se redressa sur le toit, les bras tremblants sous l'effort. Le fusil pendait à sa sangle, lourd, vide, inutile désormais. Et pourtant, elle n'arrivait pas à s'en séparer. En quelques heures, il était devenu une part d'elle, une extension de sa volonté. Et le lâcher lui donnait l'impression d'abandonner quelque chose de profondément personnel. Miller se leva à son tour, époussetant son uniforme. L'hostilité qu'il avait définie pendant 11 mois avait disparu. À sa place, il y avait autre chose, du respect, peut-être, de la reconnaissance, ou simplement la conscience qu'ils avaient traversé ensemble quelque chose qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. « Allez, dit-il, descendons d'ici, avant que quelqu'un décide de tirer une dernière balle stupide. » Ils redescendirent à travers l'école éventrée. Des Marines levaient les yeux sur leur passage. Emily vit le changement dans leur regard. La manière dont ils suivaient ses mouvements, hochèrent la tête, murmuraient des mots qu'elle n'entendait pas clairement. Elle avait été invisible pour eux pendant 11 mois. Maintenant, ils la voyaient, vraiment. Et ce qu'ils voyaient avait gagné quelque chose que ni le grade ni la fonction ne pouvaient offrir. Michael Reynolds les attendait à l'entrée du rez-de-chaussée. Il avait l'air exténué, l'uniforme sombre de sueur et de poussière, mais son regard était vif lorsqu'il se posa sur elle. « Le commandant de la QRF est à la radio, » dit-il. « Il veut savoir qui tirait depuis le toit. Apparemment, ses observateurs ont compté au moins 15 ennemis neutralisés depuis cette position. » Emily ne répondit pas. Le chiffre lui paraissait abstrait, déconnecté de la réalité. 15 vies stoppées par sa main. 15 hommes qui ne rentreraient jamais chez eux, ne reverraient jamais leur famille. Elle n'avait pas laissé ses pensées l'atteindre pendant le combat. Maintenant, leur poids commençait à se poser sur ses épaules. Reynolds sembla le comprendre. Il posa une main brève et ferme sur son bras. « Tu as sauvé des Marines aujourd'hui, soldat. Quoi que tu ressentes d'autre, accroche-toi à ça. » Elle hocha la tête, incapable de parler. À l'extérieur, le chaos de l'après-bataille régnait. Les Marines de la QRF se déployaient, sécurisaient les bâtiments, récupérèrent les armes sur les corps ennemis. Des hélicoptères d'évacuation médicale se posaient dans la rue. Des infirmiers couraient vers les blessés. Au loin, les carcasses calcinées des véhicules du convoi fumaient encore. Marque silencieuse de l'endroit où tout avait commencé. Emily sortit à la lumière du jour. La chaleur la frappa comme une vague. Ses jambes étaient instables, ses mains tremblaient encore, mais elle était en vie. Ils étaient en vie. Ou du moins, plus nombreux qu'ils n'auraient jamais dû l'être, au vu des probabilités. Les Marines commencèrent à se rassembler autour d'elle. Tyler Brooks arriva le premier, le front bandé lui donnant un air presque insolent, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Puis Sarah Collins, calme et silencieuse, lui tendant une gourde sans un mot. Puis d'autres encore, des hommes à qui elle n'avait jamais parlé, des hommes qui l'avaient ignorée pendant 11 mois, et qui la regardèrent maintenant avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. La radio faisait circuler l'histoire plus vite que n'importe lequel d'entre eux ne pouvait marcher. Une soldate du ravitaillement, disaient les voix. Une logisticienne qui a pris un fusil de sniper et tenu tête à un assaut entier. 15 confirmations, peut-être plus. Des tirs à plus de 800 mètres en conditions de combat. La fille qui conduisait les camions a sauvé tout un convoi.
Émilie en entendait des bribes, portées par le vent, échangées entre Marines qui pointaient dans sa direction en secouant la tête. Incrédule, elle aurait voulu leur dire que ce n'était pas comme ça, qu'elle n'était pas une héroïne de film, qu'elle avait eu peur à chaque seconde, qu'elle avait simplement fait ce que son père lui avait appris à faire. Mais les mots ne venaient pas. Daniel Foster était hissé sur une civière non loin de là. Il croisa son regard et leva sa main valide, lui adressant un pouce levé qui exprimait plus que n'importe quel discours. Elle lui rendit le geste, sentant les larmes monter. Des larmes qu'elle refusa de laisser couler. Sergent Mark O'Neill s'approcha. Son visage était strié de crasse et de sang qui n'était pas le sien. « Je te dois la vie, » dit-elle simplement. « Nous te la devons tous. Je ne sais pas où tu as appris à tirer comme ça, mais merci d'avoir été là aujourd'hui. » Émilie accepta ces mots d'un simple hochement de tête. Elle commençait à comprendre qu'il n'existait aucune réponse adéquate, aucune phrase capable de porter le poids de ce qui venait de se passer. Alors, elle resta là, parmi ces Marines qui étaient devenus ses frères et ses sœurs en l'espace de quelques heures, et laissa leur reconnaissance retomber sur elle comme une pluie silencieuse. Le commandant de la QRF rejoignit Michael Reynolds et les deux hommes échangèrent à voix basse, jetant de temps à autre un regard dans la direction d'Émilie. Elle devinait sans peine le contenu de la discussion, les rapports à rédiger, les décorations à proposer, les questions inévitables sur la manière dont une simple logisticienne affectée au transport avait pu tirer comme un sniper d'élite. Elle répondrait à ces questions, plus tard. Elle parlerait de son père, des années d'entraînement, du choix conscient qu'elle avait fait de se cacher. Mais pas maintenant. Maintenant, elle voulait simplement respirer, sentir le soleil sur son visage, savourer le miracle élémentaire d'être encore en vie. Le cercle de Marines autour d'elle s'écarta légèrement. Émilie leva les yeux et vit Jason Miller s'avancer vers elle. Son expression était indéchiffrable, son regard fixé au sien avec une intensité qui lui noua l'estomac. Les conversations autour d'eux s'éteignirent. Quelque chose d'important allait se produire et tout le monde le sentait. Miller s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle distingue la poussière incrustée dans les rides de son visage, la rougeur autour de ses yeux, le poids de ces 2 années de culpabilité pesant encore sur ses épaules. Il ne parla pas tout de suite. Émilie attendit. Il leva enfin la main et retira son casque. Elle avait vu ce geste 1000 fois, après une mission, après une patrouille, une fois le danger passé. Mais chez lui, le mouvement était lent, presque cérémoniel, comme s'il ôtait bien plus que du kevlar et de la mousse, comme s'il déposait enfin un fardeau porté trop longtemps. « Je me suis trompé sur toi, » dit-il. Sa voix était rauque, usée par des heures à hurler sous les tirs. « Je me suis trompé sur tout. » Émilie resta silencieuse. Elle sentait les regards des autres Marines, la gravité de l'instant. Ce qui serait dit maintenant refermerait quelque chose, ou l'ouvrirait définitivement. Miller inspira profondément. « Danny t'aurait apprécié, » dit-il à voix basse. « Il aurait vu ce que j'ai été trop aveugle pour comprendre. » Il marqua une pause. « L'uniforme ne fait pas le guerrier, c'est le cœur. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et tu as plus de cœur que tous ceux avec qui j'ai servi. » Ces mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait cru, pas parce qu'ils étaient flatteurs, mais parce qu'ils étaient sincères. Ce n'était ni une posture, ni un spectacle. C'était une vérité qu'il avait apprise dans la poussière et le feu. « Je suis désolé, » continua-t-il, « pour la façon dont je t'ai traité, pour ce que j'ai dit, pour ces 11 mois à te faire croire que tu n'avais pas ta place ici. » Il secoua lentement la tête. « Tu avais ta place. Plus que nous tous. On ne savait juste pas le voir. » Émilie trouva enfin sa voix. « Tu portais quelque chose de très lourd, » dit-elle doucement. « Le chagrin nous aveugle parfois. » « Ce n'est pas une excuse, » répondit-il. « Non, mais c'est une explication, et les explications comptent. » Miller hocha la tête, puis il fit quelque chose qui la surprit plus que tout le reste de cette journée. Il lui tendit la main. Pas un salut, pas un geste formel, juste une main tendue, simple, honnête, d'égal à égal. Émilie la prit. Sa poigne était ferme, chaude, bien réelle. Et quand il lâcha sa main, elle sentit quelque chose changer entre eux. L'homme qui l'avait rendu invisible pendant 11 mois n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qui avait affronté ses démons et trouvé le courage de les nommer. Peu à peu, le groupe se dispersa.
Les Marines retournèrent à leurs tâches, sécuriser la zone, soigner les blessés, compter les armes récupérées. Mais Michael Reynolds resta. « Soldat Carter, dit-il, quand Miller se fut éloigné, venez marcher avec moi. » Ils avancèrent ensemble à travers le chaos de l'après-combat. Les infirmiers penchés sur les blessés, les hommes de la QRF empilant les armes saisies, les carcasses noircies des véhicules qui avaient marqué le début de l'enfer. Reynolds ne parla qu'une fois arrivé à l'écart, près de l'entrée de l'école. « Je vous propose pour une Bronze Star, dit-il, peut-être même une Silver. Ce que vous avez fait aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai vu en 3 déploiements de combat. » Emily secoua la tête. « Je faisais juste mon travail, Gunnery Sergeant. Votre travail, c'est la logistique et les convois, » répondit-il doucement. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était autre chose, et le corps doit le savoir. » Elle ne sut que dire. Les décorations n'avaient jamais compté pour elle. Elles comptaient pour son père, pour son grand-père, pour des générations entières qui avaient mesuré leur valeur en médailles et citations. Elle s'était engagée pour fuir tout cela, pour tracer sa propre voie, pour être autre chose que l'héritière d'un nom. Et pourtant, aujourd'hui, elle était devenue exactement ce que sa famille avait toujours produit. Une guerrière, une protectrice, quelqu'un qui se tenait entre les autres et l'obscurité et refusait de reculer. « Il va y avoir de l'attention, » poursuivit Reynolds, « des questions du commandement, peut-être même des médias. Votre histoire sortira d'une façon ou d'une autre. » Il s'arrêta, la regarda avec sérieux. « Y a-t-il quelqu'un que vous souhaitez prévenir avant ça ? De la famille qui devrait l'apprendre par vous ?» Le visage de son père traversa son esprit comme un éclair. 3 années de silence, de fierté obstinée, des 2 côtés, de mots retenus, de ponts jamais réparés. Il finirait par l'apprendre. Le monde militaire coréen était petit, étroitement connecté, et l'histoire d'une Américaine d'origine coréenne tenant tête à un assaut insurgé avec un fusil de précision s'y répandrait comme une traînée de poudre. Elle devrait l'appeler. Elle le savait. Mais l'idée d'entendre sa voix, d'affronter ce qu'il dirait, ou ce qu'il ne dirait pas, lui serrait la poitrine d'émotions qu'elle n'arrivait pas à nommer. « J'y réfléchirai, » répondit-elle simplement. Michael Reynolds hocha la tête et la laissa seule avec ses pensées. Emily trouva un endroit calme près de l'arrière de l'école, à l'écart de l'agitation. Elle s'assit sur un amas de gravats et sortit la photographie de la poche intérieure de son gilet. Elle était usée, cornée, les bords adoucis par des mois à être manipulés. Son père la regardait depuis l'image. Plus jeune, en uniforme de cérémonie de l'armée sud-coréenne, la poitrine barrée de rubans. Elle avait pris cette photo sans qu'il le sache, la veille de son départ pour l'Amérique. Un fragment de chez elle, emporté alors même qu'elle fuyait tout ce que ce chez elle représentait. « Je comprends maintenant, » murmura-t-elle à l'image. « Pourquoi tu as été si dure ? Pourquoi tu voulais tant pour moi ?» Elle suivit du doigt les contours de son visage. « Tu essayais de me préparer à des jours comme celui-ci, à des moments où l'entraînement serait la seule chose entre la vie et la mort. » La photo ne répondit pas. Elle ne l'avait jamais fait. Mais pour la première fois depuis 3 ans, Emily eut l'impression d'entendre quand même la voix de son père, calme, stable, répétant ce qu'il lui avait dit des centaines de fois. Un tir, un but. Ton but n'est pas la balle. Ton but est ce que la balle protège. Aujourd'hui, elle avait protégé des Marines. Elle avait honoré son entraînement, sa famille, son héritage. Elle était devenue ce que son père avait toujours su qu'elle pouvait être. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage de le lui dire. Des pas s'approchèrent. Emily leva les yeux et vit Sarah Collins marcher vers elle. Le visage de la caporal-chef était grave, son regard chargé de quelque chose qu'Emily n'arrivait pas à déchiffrer. « Je te cherchais, » dit Collins. Elle lui tendit un téléphone satellite. « Ton père a appelé le centre opération du bataillon, 3 fois ces 2 dernières heures. Il a vu les premiers rapports venant de Fallbrook. Il sait que tu étais dans ce convoi. » Emily fixa le téléphone comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. « Il a laissé un message, » ajouta Collins doucement. « Il a dit qu'il devait entendre ta voix, qu'il devait savoir que tu étais en vie. » Le téléphone pesa lourd dans la main d'Emily. 3 ans de silence, 3 ans de fierté muette, 3 ans de mots jamais prononcés. Et maintenant, son père tendait la main à travers un océan et une zone de guerre, parce qu'il avait vu les nouvelles et redouté le pire.
Collins posa une main sur son épaule, puis s'éloigna, la laissant seule avec le téléphone, la photographie et le choix qu'elle fuyait depuis 3 ans. Le numéro de son père était toujours enregistré. Elle ne l'avait jamais supprimé, même lorsqu'elle se persuadait qu'elle ne voulait plus jamais lui parler. Son pouce resta suspendu au-dessus du bouton d'appel, puis elle appuya. Une sonnerie, 2, 3. Chaque tonalité étirait le silence entre 2 battements de cœur en quelque chose d'immense, presque insupportable. Elle faillit raccrocher, faillit laisser la lâcheté gagner, faillit choisir encore 3 années de silence plutôt que la vulnérabilité de cet instant. Puis son père répondit « Émilie ». Sa voix se brisa sur son prénom, et dans ce seul mot, elle entendit tout ce qu'il n'avait jamais su dire, la peur, le soulagement, l'amour, toutes les émotions qu'il avait enfouies sous des décennies de discipline militaire. « Appa », dit-elle sans y réfléchir, le mot de son enfance surgit naturellement. « Je suis là, je suis vivante ». Le son qu'il émit n'était pas tout à fait un sanglot, mais s'en approchait dangereusement. Elle n'avait jamais entendu son père pleurer, ni à la mort de sa mère, ni le jour de sa retraite, jamais, en 23 ans de service. Et pourtant, là, à travers l'océan et la guerre, elle percevait les larmes dans sa voix. « J'ai vu les informations », dit-il en coréen. Il parlait d'un convoi attaqué à Fallbrook. Ils ont dit qu'il y avait des pertes. Ils n'ont pas donné de nom. Mais j'ai su. J'ai su que tu y étais. Je l'ai senti. Émilie ferma les yeux. La photographie était toujours dans son autre main, le visage plus jeune de son père la fixant. « Comment l'as-tu su ? Parce que tu es ma fille. » Sa voix se raffermit légèrement, retrouvant le ton familier de l'instructeur, du master sergent, de l'homme qui avait formé des guerriers pendant 2 décennies. « Parce que je t'ai entraîné, parce que je sais de quoi tu es capable, même si tu as passé 3 ans à prétendre le contraire. » Elle aurait voulu argumenter, défendre ses choix, son indépendance, son droit à tracer sa propre voie, mais les mots ne venaient pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. « J'ai utilisé ce que tu m'as appris, » dit-elle simplement. « Tout ce que tu m'as appris. Ça a sauvé des vies aujourd'hui, Appa. Ça m'a sauvé. » Le silence s'installa entre eux, chargé de 3 années d'absence et de phrases jamais prononcées. « J'avais tort, » dit-il enfin. Les mots sortirent lentement, comme s'il devait les extraire de très loin. « J'ai trop poussé, j'ai trop voulu. J'ai essayé de te transformer en ce que je pensais que tu devais être, au lieu de te laisser devenir celle que tu étais destinée à être. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Émilie, traçant des sillons clairs dans la poussière et la suie. « Tu essayais de me préparer, » dit-elle d'une voix brisée. « Je le comprends maintenant. Je ne le comprenais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, oui. » Un souffle de chaleur passa dans la voix de son père, presque de l'amusement. « Tu as toujours été têtu. Même enfant, tu pouvais répéter un tir 100 fois jusqu'à ce qu'il soit parfait. Mais seulement si toi tu avais décidé que ça en valait la peine. Si je te l'ordonnais, tu résistais. Si tu choisissais de le faire, rien ne pouvait t'arrêter. » Elle laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. « Ça me ressemble beaucoup. »« Aujourd'hui, tu as choisi, » répondit-il. « Aujourd'hui, tu as pris un fusil et tu es devenu ce que j'ai toujours su que tu pouvais être. Pas parce que je le voulais. Parce que le moment l'exigeait, parce que des gens avaient besoin de toi. » Il marqua une pause. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Pas des médailles, pas la gloire, pas la continuation aveugle d'un héritage familial. Je voulais que tu sois prête quand le moment viendrait, que tu puisses protéger ceux qui comptent. » Sa voix se brisa de nouveau. « Et aujourd'hui, tu l'as fait. » Émilie ne put répondre. Les émotions étaient trop vastes, trop nues, trop vraies. 3 années de colère, de ressentiment et d'orgueil obstiné se dissolvaient face à un amour paternel qui n'avait jamais faibli, même quand elle l'avait repoussé. « Rentre à la maison, » dit-il doucement. « Quand ton déploiement sera terminé, rentre et laisse-moi te voir. Laisse-moi te dire en face ce que j'aurais dû te dire il y a 3 ans. » « Quoi ? Que je suis fier de toi. Que je l'ai toujours été. Que le jour de ta naissance a été le plus beau de ma vie et que chaque jour depuis a été un cadeau, même ceux où tu me détestais. Je ne t'ai jamais détesté, Appa. Je sais. Mais je t'ai donné des raisons de croire le contraire. Et j'en suis désolé. » L'indicateur de batterie du téléphone satellite clignota. Le temps leur échappait,
Mais Emily avait l'impression qu'ils venaient d'échanger plus de vérité en quelques minutes qu'en des années sous le même toit. « Je dois te laisser, dit-elle, mais je rappellerai bientôt, je te le promets. Je t'attendrai chaque jour, jusqu'à ton retour. » Elle mit fin à l'appel et resta immobile, le téléphone pressé contre sa poitrine. Les larmes continuaient de tomber, mais elles avaient changé de nature. Ce n'étaient plus des larmes de colère, ni de fatigue, ni de deuil. C'étaient des larmes de relâchement, de réparation, d'un pont reconstruit au-dessus de 3 années de silence. 2 semaines plus tard, Emily Carter se tenait dans la salle de briefing de Camp Ridgeway, attendant l'affectation du convoi du matin. La pièce était remplie de Marines. Les mêmes visages qu'elle voyait chaque jour depuis 11 mois. Et pourtant, tout avait changé. On lui adressait des hochements de tête lorsqu'elle entrait. On lui faisait de la place au premier rang. On la regardait non plus comme la logisticienne invisible, mais comme autre chose, quelque chose de profondément différent. L'histoire avait dépassé le bataillon. La fille discrète et le fusil de précision. La soldate du ravitaillement qui avait tenu tête à une attaque entière. 15 ennemis confirmés. Un tir impossible déjà devenu légende. Des officiers du quartier général de division étaient venus l'interroger. Des journalistes avaient demandé l'autorisation de la rencontrer. Refusée sans appel. Son nom circulait dans des conversations qui remontaient jusqu'au Pentagone. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce qui suivit. Gunnery Sergeant Michael Reynolds entra et lança le briefing. Il déroula les informations habituelles, itinéraire, menaces, logistique. Puis, il s'arrêta et posa son regard sur elle. Private First Class Carter, restait après le briefing. Quand la salle se vida, les Marines passèrent devant elle, certains lui tapant brièvement l'épaule, d'autres murmurant des mots d'encouragement. Jason Miller fut le dernier. Il lui adressa un simple signe de tête, lourd de sens, puis sortit. Il ne resta plus qu'elle et Reynolds. « J'ai été en contact avec le commandant du bataillon, dit-il, et avec des gens au-dessus de lui. Des opportunités s'ouvrent pour vous, Carter, des filières de formation, des écoles spécialisées, des chemins qui ne s'ouvrent normalement pas aux Marines du transport. » Emily hocha lentement la tête. Elle s'y attendait. « La question, poursuivit-il, c'est de savoir si vous les voulez. Vous pouvez rester au ravitaillement, finir votre contrat, rentrer chez vous et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. » Il marqua une pause. « Ou vous pouvez devenir ce pourquoi vous êtes manifestement né. » Elle pensa à son père, à l'appel, au pont qu'il reconstruisait pas à pas, à Daniel Foster sur la civière levant le pouce, à l'excuse de Miller, à la présence calme de Sarah Collins, à Tyler Brooks l'appelant super-héroïne, au fusil, à l'immobilité, au sens. « Qu'est-ce que vous me proposez exactement ?» demanda-t-elle. Reynolds esquissa un sourire. « L'école de scout sniper. Si vous la voulez, j'ai déjà fait la recommandation. » Emily regarda les cartes, les tableaux et les plannings qui avaient défini son existence invisible pendant 11 mois. Puis, elle leva les yeux vers Reynolds, vers le respect qu'elle lisait dans son regard, vers l'avenir qu'il lui offrait. Elle pensa aux mots de son père. Pas les médailles, pas la gloire, la capacité de protéger ceux qui comptent. « Quand est-ce que je pars ?» demanda-t-elle. Le sourire de Reynolds s'élargit. « Bientôt, soldat. Très bientôt. » Emily sortit de la salle de briefing sous le soleil éclatant. La guerre faisait toujours rage autour d'elle, le danger restait réel, l'incertitude aussi. Mais pour la première fois depuis son arrivée dans ce pays, elle savait exactement qui elle était, et exactement où était sa place. La fille silencieuse avait trouvé sa voie. La femme invisible avait été vue, et la fille de Master Sergent Richard Carter était enfin prête à honorer l'héritage qu'elle avait passé 3 ans à fuir. Pas parce que son père l'avait voulu, parce qu'elle l'avait choisi.